Bonjour à tous. Je suis Hermine, en charge de la communication chez Hublot. Donc Hublot, pour ceux qui connaissent, nous proposons une solution de gestion des remplacements à destination des établissements de santé donc sanitaires et médico-sociaux. Et nous travaillons aujourd'hui avec environ 2800 établissements, dont plus de 260 établissements publics. Donc nous sommes aujourd'hui beaucoup contactés par les établissements pour trouver des nouveaux profils de personnels paramédicaux. On a eu déjà l'occasion pendant la crise du Covid et lors du premier confinement d'être sollicités pour trouver des soignants. On avait mis à disposition notre plateforme pour l'opération renfort Covid avec l'ARS Île-de-France, puis 10 autres ARS en France. Et nous avons permis du coup à 6000 établissements de poster des missions pour trouver des profils afin de les réaliser. On a réussi à mobiliser 60 000 volontaires. Donc à la fois des IDE, des AS en majorité, mais également d'autres profils de personnels paramédicaux. Et en fait, ces initiatives qui ont eu lieu dans un contexte très particulier ont quand même mis en valeur le manque chronique de soignants auxquels sont confrontés les établissements aujourd'hui. Et on voit que même la pandémie passée, les établissements sont toujours en quête active de profils et nous contactent régulièrement pour les aider à trouver des profils. Donc effectivement, cette problématique du recrutement est prégnante dans les établissements de santé et je pense que tous les participants sont tous bien placés pour le vivre au quotidien. Donc moi, je suis Maxime, je vais animer le webinaire avec Hermine aujourd'hui. Je suis responsable de l'innovation chez Hublot et je me rends très souvent à la rencontre sur le terrain des différents directeurs d'établissement, DRH, directeurs de soins. Et effectivement, le sujet qui revient en permanence, c'est celui du recrutement. Et sur le recrutement, c'est un sujet qui englobe plein de problématiques. On parle de trouver les bons profils, de les recruter, de recruter à la fois des permanents, des remplaçants, des titulaires dans la fonction publique, mais également plus largement de gérer, de motiver les équipes. Et on voit qu'après la crise sanitaire, même si on n'en est pas encore sorti, il est évident qu'il y a un vrai travail à faire sur les métiers du soin, sur la thématique du recrutement, puisque ce sont des métiers qui ont soit perdu de leur attrait ou surtout qui ont perdu du personnel à l'échelle nationale. On sait que la rémunération est un enjeu, mais c'est pas le seul facteur aujourd'hui d'attractivité et on voit que la problématique est multifactorielle. La perte de sens est évoquée, le manque de flexibilité parfois dans les organisations et les horaires, ou du moins, si on le formule positivement, il y a une certaine quête de sens, une quête de meilleures conditions de travail qui sont attendues de la part des soignants. Et on rentre dans une nouvelle ère en termes de recrutement et de gestion des ressources humaines. Et du coup, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Nicolas Delmas. Donc, vous êtes DRH adjoint de l'hôpital Bichat. Et ensemble, on va se demander comment, en fait, le rôle du DRH ou du RRH doit aujourd'hui, en fait, prendre une nouvelle dimension, jouer un nouveau rôle quand il s'agit de recruter ces personnels en tension. Et comment, en fait, on va pouvoir répondre à deux questions qui sont cruciales. C'est d'une part, comment faire revenir les soignants à l'hôpital? Et deuxième question, comment finalement, quels sont les nouveaux défis auxquels le DRH de cette nouvelle ère doit faire face? Donc, bonjour Nicolas, bienvenue et merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Maxime, bonjour Armine. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est parfait de notre côté, merci. Bon, bien. Bon, alors il n'y aura pas de recette miracle non plus. Hein. Je vais juste vous partager un peu des retours d'expérience. Juste pour je préciser, je suis arrivé DRH, c'est mon premier poste sur l'hôpital Bichat et je suis arrivé le 1er janvier 2020. Et 6 jours après, il y avait les premiers patients de Covid. Donc voilà, c'était un peu une mise en bouche assez rapide. Voilà. Et donc un peu expliquer, c'est un peu 1 an et demi assez particulier. Alors, je vais vous partager. En cours de traitement. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention en utilisant le chat ou en utilisant la rubrique questions. On va s'occuper de les modérer et de les poser au bon moment à Nicolas. L'objectif aussi étant que la présentation soit interactive et réponde à vos interrogations. Donc voilà.
Donc c'était une présentation qui se veut effectivement interactive, donc n'hésitez vraiment pas à m'interrompre, à poser des questions, c'était pas l'objectif que je fasse un cours non plus. Hein. Donc déjà, sur les rôles de DRH et de responsable RH, alors, ici en lien quand même avec la question des recrutements, on constate, et c'était d'ailleurs ce qui est ressorti aussi des rencontres RH de la semaine dernière, entre plusieurs DRH de l'établissement de santé, c'est que la question notamment de l'attractivité et de l'application RH autour de ça, c'est devenu un enjeu majeur. Il y a quand même des fortes tensions sur le recrutement, notamment soignants. Il y a un vrai enjeu à justement mobiliser les directions des ressources humaines comme acteurs aussi de ces recrutements et de cette attractivité-là. L'attractivité, justement, ça couvre quand même deux grands volets, le recrutement et la fidélisation. Et c'est une politique qui est assez intéressante puisqu'elle est transversale au sein de l'hôpital, puisqu'elle couvre quand même généralement trois directions, DRH, direction des soins et DIRCOM. Et le tout, c'est d'arriver justement à la fois à une bonne coordination entre ces trois directions et une bonne optimisation des ressources, voilà, parce qu'effectivement, comment on s'organise, comment on priorise nos recrutements et comment on essaie de mettre en place une vraie stratégie de recrutement et en essayant de pas trop se marcher sur les pieds. C'est pas toujours facile concrètement. Effectivement, l'une des premières marques employeurs, la PHP notamment, donc l'institution globale qui regroupe tous les hôpitaux, tous les hôpitaux des centres publics, l'hôpital de Paris, dont Bichat, a essayé justement de structurer la marque employeur. Enfin, si vous trouvez des vieilles communications d'il y a 10 ans, vous voyez des hôpitaux qui font des communications qui sont pas du tout dans les clous, avec des trucs, des codes couleurs un peu horribles. Donc, voilà, déjà, c'est structurer la marque employeur. Qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut afficher auprès du grand public, quelles sont nos valeurs et nos vecteurs forts. Ça demandait un peu de temps, mais c'était important aussi, en discutant avec les professionnels, de savoir comment ils souhaitaient être représentés et qu'est-ce qu'ils pensaient qui étaient les meilleures valeurs qui les incarnaient. Ensuite, et ça a été vraiment un gros chantier de notre arrivée, c'était de construire des parcours candidats. On s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte, en tout cas en arrivant à Bichat, qu'on publie des annonces essentiellement vers l'espace FHF, que je pense que tous les DRH ou RH connaissent, qui est l'espace emploi FHF. Et en plus, à la PHP, on a un propre espace emploi. Mais il suffit d'aller sur ces deux sites pour se rendre compte qu'ils sont quand même plutôt assez dépassés en termes c'est vraiment très administratif d'ailleurs comme système et c'est pas du tout ergonomique. Et c'est vrai que là-dessus, il y avait un vrai enjeu à aller sur déjà des plateformes d'emploi plus ergonomiques, mais surtout qui sont interfacées aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est facile maintenant d'accès et en plus, qui puissent permettre, à mon sens, de toucher les professionnels. Aujourd'hui, la plupart des jeunes infirmiers, notamment, ils ont un compte Indeed, ils n'ont pas forcément un compte FHF et ils ont encore moins un compte espace emploi PHP. Donc, il y avait un vrai besoin d'aller vers des plateformes d'emploi nouvelles, entre guillemets, pour les hôpitaux, et d'aller sur Indeed, sur LinkedIn. On a mis aussi en place des formes de recrutement un peu différents, parce que entre le Covid et même entre les attentes des nouveaux professionnels, le fait d'avoir des forums en présentiel de telle heure à telle heure, c'était plus forcément ce qui est recherché. Donc, on a essayé de s'adapter aussi à ces nouveaux usages. Donc, on a mis en place d'abord un forum de recrutement 100% virtuel en octobre 2020, et après, on a mis en place un forum de recrutement en juin 2021 qui était présentiel et distanciel pour celles et ceux qui le souhaitaient. Il y avait à la fois des ateliers collectifs et des entretiens individuels qui pouvaient être à distance ou en présentiel. Voilà, ça permettait un peu de répondre à une offre à la carte pour que chaque candidat ait l'offre qui lui corresponde le mieux. Ensuite, troisième axe qu'on a essayé de développer, c'était donc les canaux de communication. On utilise beaucoup à la PHP Twitter et LinkedIn. C'est vrai qu'on était très peu présent même pas présent sur Instagram, donc depuis peu. Hein, on s'y est mis en septembre 2021 de manière institutionnelle. Et là, l'enjeu, à mon avis, pour les prochaines années, c'est même d'ouvrir sur les nouveaux réseaux sociaux, hein, comme TikTok. Je pense qu'aujourd'hui, typiquement, on ne peut pas se passer d'être sur des réseaux sociaux où notre population qu'on recrute, notamment les infirmiers, etc., ils ont vraiment sorti l'école à 21 ans, et ils sont clairement sur ces réseaux sociaux-là. Ils sont très peu présents par Twitter. Il y a un vrai enjeu, à mon avis, à toujours réfléchir à quelle est notre cible et où elle va, même au quotidien. Pas forcément pour acheter des annonces, mais si on veut la toucher, où on peut la toucher. Voilà, je ne sais pas si là il y a des questions ou. J'ai une question qui me venait en vous écoutant. Est-ce que sur la thématique de la marque employeur, c'est un sujet qui peut paraître, qui est très vaste et qui peut paraître un peu flou pour certains. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples concrets de la façon dont la marque employeur s'incarne pour vous? Comment vous la définissez et comment elle s'incarne? Alors, je pense que c'est vraiment la marque employeur, on peut regrouper plein de choses généralement et on n'est pas tous d'accord de qu'est-ce qu'on met dedans. Je pense qu'il y a déjà, à mon avis, un premier travail, c'est
qui peut être fait déjà en interne, c'est comment les professionnels se ressentent et estiment quel message les professionnels de nos établissements voudraient qu'on puisse passer à l'extérieur qui les incarnerait pour eux déjà. Et déjà, on peut constater qu'entre ce qu'on penserait nous mettre en avant et ce que nos professionnels voudraient mettre en avant, il peut y avoir un écart déjà. Et ça, je pense que c'est déjà important de partir du terrain, de l'interne, pour voir déjà comment les gens se définissent et qu'est-ce qu'ils attachent comme valeur à l'institution à laquelle ils travaillent. Parce qu'encore une fois, moi, je pourrais penser tout bêtement aux soins, mais peut-être qu'ils vont penser à la recherche. Voilà, il faut vraiment leur laisser aussi un espace d'expression. Et après, c'est comment on communique vis-à-vis de l'extérieur sur ce qui nous identifie. C'est jamais, notamment pour un hôpital, il y a forcément d'autres hôpitaux qui ont des connexions avec ce qu'on va mettre en avant. Si on met, par exemple, le PHP, c'est la recherche. Tous les établissements universitaires hospitaliers, c'est la recherche aussi qui est un peu leur credo, leur moteur. Donc, c'est vraiment arriver à se caractériser, et ça peut être difficile, d'ailleurs qu'on n'a pas une identité absolue, comme par exemple l'armée. L'armée, c'est clairement, ils ont un credo où ils sont seuls sur le chemin. Et c'est vrai que voilà, ça c'est vraiment un jeu d'équilibre d'arriver à identifier c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, c'est là qu'est-ce qu'on veut incarner et mettre en avant. Là, je vois qu'il y a une question de Mohamed notamment sur les réseaux sociaux de prédilection. Pour rebondir justement pour compléter la question de Mohamed, peut-être, parce qu'on s'était noté une question pour aller plus loin. Derrière cette question des réseaux sociaux se pose exactement en fait du choix, la pertinence du choix d'un réseau social par rapport à une cible donnée. Et donc, pour prendre de la hauteur par rapport à la question de Mohamed qui est très juste, c'est quel réseau social est pertinent pour quelle cible aujourd'hui, d'après les expérimentations que vous avez menées, et notamment vous mentionnez LinkedIn. Est-ce qu'on trouve tout type de professionnels sur LinkedIn? Même question pour Instagram ou même un futur TikTok. Non, c'est sûr que pour moi déjà c'est la première difficulté, c'est qu'il n'y a aucun réseau social qui recouvre l'ensemble des postes. Voilà, ça faut partir de là. Très clairement, sur LinkedIn, il y a très peu de soignants. Enfin, infirmiers, manip radio, ils commencent à y arriver, mais pour l'instant, c'est pas dans les habitudes d'être sur ces réseaux sociaux-là. Donc, ça veut dire que si on passe par LinkedIn, on va plutôt trouver des médecins ou des administratifs, on va trouver très peu de soignants. C'est vrai que les soignants, il faut se dire, soit on charge des soignants des sorties d'école, infirmiers, manip radio, et eux, clairement, ils vont avoir un usage des réseaux sociaux plutôt les récents, donc ça va être plutôt sur TikTok ou sur Instagram. Et ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont se renseigner sur leurs offres d'emploi par ces réseaux sociaux-là, mais ça vont passer du temps sur ces réseaux sociaux-là, et que si on arrive à les alpaguer, ça pourrait être une bonne manière d'entrer en contact avec eux. Et c'est vrai que voilà, je pense que ça a mis du temps, notamment pour l'institution qui était la PHP, d'aller sur Instagram, parce que de base, ils n'y voyaient pas un intérêt sur le côté professionnel. C'est pas un réseau social professionnel de base. Mais c'est vrai qu'en termes de marque, je pense que c'était important d'y aller parce qu'effectivement, on a des professionnels à nous qui sont présents et qui peuvent interagir et avec lesquels on peut mettre en avant aussi comme ça. Et peut-être du coup pour compléter cette difficulté de cibler tous les types de profils via tous les types de réseaux, la question de Frédéric sur la manière d'attirer peut-être sur des postes un peu moins attractifs. Est-ce qu'il y a des astuces que vous avez expérimentées déjà ces difficultés au sein de votre établissement? Alors, c'est clair qu'effectivement, il y a des postes il y a des postes dans l'hôpital qui sont mieux que d'autres. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Je pense que justement, après, il faut arriver à aussi, pourquoi pas, même détourner les codes autour de certaines spécialités qui sont un peu stéréotypées, on va dire, type la géronto, enfin, toucher gériatrie plutôt, je dirais. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment un côté de casser les clichés de cette spécialité pour montrer aussi ce qu'on peut y gagner en termes de compétences, en termes de savoir. Et je pense que ça va de détourner des matières qui sont effectivement de base, qui rebutent un peu les professionnels pour les rendre un peu plus celle-ci, on va dire, sur le papier. C'est de la com, c'est vrai, mais je pense que c'est aussi important de montrer qu'en fait, il y a quand même des infirmiers, il y a des témoignages aussi, il y a des soignants qui choisissent la gériatrie et qui finalement sont contents. Donc, expliquer l'intérêt que ça peut avoir pour un professionnel. Ah oui, tout à fait. Et on a deux questions qui sont en rapport à la rémunération, à votre expérience sur les forums de recrutement. Peut-être qu'on peut vous proposer, avant d'y répondre, de passer à votre deuxième partie sur la reconnexion nécessaire avec les soignants et peut-être effectivement parler du chargé de stratégie de recrutement comme vous souhaitiez le faire, qui vont être en lien aux questions qui ont été posées dans le chat. Ouais, juste un petit mot pour rejoindre en fait les
les nouveaux canaux qu'on essaie de mettre en place et en termes de plan de communication et en termes de forum de recrutement. C'est vrai qu'on a la chance, étant une grosse institution à la PHP, de pouvoir avoir pu recruter une chargée de stratégie sur le recrutement et qui nous accompagne justement dans cette évolution digitale de nos moyens de recrutement. Voilà, c'était juste un petit laïus pour dire on était allé jusqu'au bout de la logique en essayant de structurer un peu notre offre digitale sur le recrutement. Donc justement, le besoin de se reconnecter à des soignants. Alors peut-être, je pense que ça aussi c'est un sujet, alors ça va couvrir un peu la question, je pense, d'Étienne, mais on va pouvoir aborder la question de la rémunération, qui est à mon avis aussi un sujet à pas oublier. C'est déjà parce je trouve qu'encore trop souvent aujourd'hui, on communique aux côtés de la valeur de la vocation, aux côtés de l'image du soignant gentil, un peu casser ce cliché-là, que vraiment derrière les infirmiers, les jeunes infirmiers ne supportent de moins en moins, parce que vraiment ils se retrouvent catapultés après sur des services assez vite, parfois en autonomie, avec beaucoup de responsabilités, avec un métier hyper technique. Et c'est vrai que parfois, je trouve qu'on les a mal préparés en leur disant, mais ça va être sympa, c'est du soin. Je pense qu'il faut un peu changer un peu notre message à ce niveau-là et ne pas hésiter. Alors aussi, eux, ils savent qu'ils ont des responsabilités, mais je pense qu'il faut aussi mettre en valeur ces responsabilités-là dans la communication. Il faut arrêter, je pense, de leur parler comme on a des enfants, où le côté, c'est la vocation, c'est l'engagement, c'est le soin, c'est sympa. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Sur l'appareil, je pense que ça rejoint la question d'Étienne. Il y a clairement, effectivement, les jeunes professionnels, comme je vous dis, ils sont moins, effectivement, mais ça, je pense que c'est partagé par tous, ils sont moins sur la question du salaire pur, et moins sur sur l'engagement, et ils sont beaucoup plus prosaïques, et ont des questions très concrètes, à savoir, combien je vais gagner, où je vais aller, comment, quel est mon horaire, voilà. Et ça, je pense que là aussi, il y a un vrai travail à faire en termes de com, RH, sur, en fait, vous allez gagner tant, voilà. Et ils veulent pas savoir le salaire en brut, ils veulent vraiment savoir le salaire en net concrètement à la fin du mois, ils vont avoir combien d'euros sur leur compte. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail en termes de RH pour essayer de calculer vraiment, de donner des fiches de salaire type pour dire, là, à la fin du mois, vous allez avoir ça, là, vous pouvez avoir la prime d'installation, là, vous pouvez avoir ça. Et ça, c'est un vrai demande qui est demandé par les professionnels aujourd'hui. Je pense que là-dessus, il y a un travail à faire. Après, sur la question de la rémunération, forcément, ça a un impact, on va pas se mentir. Mais moi, je prends l'exemple de 2 réanimations à Bichat, la réanimation chirurgicale et la réanimation médicale. La réanimation chirurgicale, dès qu'il y a un poste vacant, il est plein, il est remplacé dès le lendemain. La réanimation médicale, dès qu'il y a un poste vacant, il met 6 mois à être remplacé. Donc oui, la rémunération, ça joue, c'est vrai, mais il n'y a pas de ça. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur les conditions de travail dans les services. À challenger les chefs de service et les cadres pour qu'ils se remettent en question et qu'ils puissent vraiment progresser aussi pour arriver à recruter et surtout fidéliser les personnes qu'on recrute. Donc, je pense que c'est clair que l'argent est vraiment un sujet, mais je pense que c'est pas le seul sujet. C'est ça, je pense que parfois on oublie trop sous ce versant. On réduit, à mon avis, la question financière. Et si c'était juste une question financière, tous les services seraient autant en difficulté les uns des autres. Alors là, on constate, à l'échelle de Bichat, qu'il y a des services qui font le plein, d'autres qui font le moitié plein et d'autres qui sont totalement vides. Et c'est pas, par exemple, je pense, à l'inverse, il ne faut pas occulter la question du salaire quand on parle avec des professionnels, pour le coup. Et pour rebondir sur la question de Pascal à l'heure actuelle, qui est peut-être assez intéressante, juste par rapport à ce que vous venez de dire, qui est comment adapter cette nouvelle forme de discours à toutes les tranches d'âge. Parce qu'effectivement, il y a une évolution dans les attentes, mais est-ce que ces attentes évoluent dans toutes les catégories d'âge ou non, finalement? Alors, je pense que la question de salariat est quand même devenue prégnante pour tout le monde, ça c'est vrai. Mais qu'effectivement, je pense qu'on ne parlera pas de la même manière à une personne de 50 ans qu'à une personne de 20 ans. Et d'ailleurs, on ne la recrutera pas de la même manière non plus. La personne de 50 ans, elle va être encore habituée. Alors, certes, elle aura un peu évolué, mais elle va pas souvent utiliser les mêmes canaux de communication que quelqu'un de 20 ans. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, il faut s'adapter à l'ensemble de nos publics et à l'ensemble de nos professionnels. On a la chance à l'hôpital d'avoir plein de professionnels de catégories différentes et d'origines et diversités différentes, mais ça implique plein de choses en termes de recrutement parce qu'effectivement, on ne peut jamais s'adresser de la même manière à chacun. Ça, c'est vrai. Après, donc, je pense qu'il y a aussi une forte demande des professionnels aujourd'hui d'être, quand on travaille avec eux les parcours professionnels. Il y a évidemment, parce que souvent les infirmiers, ils voient très bien qu'il y a une certaine évolution, ils peuvent devenir cadres. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi leur tracer des parcours au sein des spécialités. Ça peut être RIAD, ça peut être RIBOD, ça peut être IPA maintenant, ça peut être infirmier de coordination. Ils ont vraiment besoin de pouvoir se projeter, pas seulement à 3 ans comme cadre, mais aussi comme infirmier de spécialité
ou spécialisés. Ça, je pense qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là aussi. Donc, nous, c'est on essaie de dessiner justement des parcours un peu pour qu'ils puissent aussi se visualiser dans 5 ans, dans 20 ans, où il peut y être, où il peut se projeter. Voilà. Ça, je pense qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Les actions concrètes, bon voilà, ça rejoint ce qu'on dit au début sur le côté le pivot des DRH. Surtout, voilà, ça c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, et comme ça on pourra parler un peu du forum de recrutement aussi. Mais donc, on a mis en place un peu plein de choses différentes, et je pense qu'il y a des trucs qui coûtent rien entre guillemets à mettre en place, qui demandent juste de la coordination, et ça peut être pas mal. Déjà, en fait, on a cherché sur les différents réseaux sociaux quels étaient nos soignants présents sur ces réseaux sociaux-là, Instagram, LinkedIn, Twitter, et on les a contactés pour faire un peu des ambassadeurs soignants. À ce titre-là, en fait, on les a sollicités pour qu'ils puissent partager nos campagnes de communication RH et aussi relayer nos messages. Et en fait, ils sont plutôt très demandeurs, justement, d'ailleurs, qui sont associés en amont au projet, à participer, à relayer, à être une force de frappe. Et parfois, il faut savoir que certains de nos soignants, forcément, ils ont beaucoup plus d'abonnés et dans la cible qu'on vise, beaucoup plus importante que les comptes institutionnels de l'hôpital. Et je pense aujourd'hui, surtout que dans le monde dans lequel on vit, ça fera toujours plus envie à un jeune professionnel de rejoindre quelqu'un qui lui dit « Viens me rejoindre, c'est sympa chez moi », que s'il voit un truc de l'hôpital Bichat, il dit « On recrute ». Voilà. Je pense que le côté personnalisé du message, le fait que ce soit un autre infirmier qui lui dit « Viens me rejoindre à Bichat, c'est sympa », ça aura toujours beaucoup plus de poids que si c'est effectivement une personne extérieure. Après, donc, on a mis en place aussi, donc, au cours du premier semestre 2021, un live YouTube tous les 2 semaines, ça s'appelle Devenir infirmier. Et l'idée, c'est qu'en fait, on montrait la diversité des parcours professionnels infirmiers, avec notamment, voilà, justement, des spécialités différentes tous les 2 semaines, avec des professionnels qui venaient expliquer un peu leur profession. On essayait parfois aussi de dresser des ponts. On avait fait aussi un truc gériatrie, pédiatrie, par exemple, typiquement, avec les prises en charge qui parfois avaient des similitudes. L'idée, c'est un peu de mettre en avant nos professionnels et de montrer un peu voilà, la diversité de ce qu'on pouvait offrir à des professionnels. Et après, donc, comme je vous disais, on a mis un forum de recrutement en ligne. Alors là, en fait, il y avait des conférences ouvertes ou des créneaux individuels. Et donc, les conférences avaient lieu ou en présentiel ou en distanciel. Et au moment de l'inscription, donc, on dirait, ils choisissaient la formule qu'ils préféraient. Ils pouvaient choisir certaines conférences en présentiel, d'autres en distanciel. Il y avait effectivement des moyens de combiner un peu tout et d'avoir vraiment une formule à la carte. Ça a été un peu lourd à gérer au début. Et après, ça a permis quand même de gagner, à mon avis, à ce niveau-là. Peut-être que il y a pas mal de questions aussi. Ouais, on peut peut-être prendre la question de Valérie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réussir à donner envie aux jeunes de rester plus de 6 mois? Est-ce que cette génération zapping, si on lui donne les bons arguments pour s'inscrire sur le moyen, voire sur le long terme dans un établissement, peut y adhérer? Alors, je pense que c'est difficile, mais justement, c'est tout l'enjeu d'y arriver, quoi. Et effectivement, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui parce que les jeunes, ils s'inscrivent pas sur 20 ans, ça c'est clair, ni même sur parfois 3 ans. Donc, il faut arriver justement à les mobiliser pour qu'ils se disent, effectivement, je vais m'inscrire au moins sur 2 ans. Et déjà, je pense que si on arrivait à y arriver à chaque fois sur 2 ans, on aurait déjà fait un grand pas, quoi. Et c'est vrai que là aussi, c'est une révolution pour l'encadrement. L'encadrement, ils sont habitués à des agents qui restent 6 ans, 10 ans, 20 ans. Donc là, il y a vraiment aussi un bouleversement et ils sont un peu parfois mis en difficulté. Et un professionnel, au bout de 2 ans, leur dit, moi, je veux partir ailleurs dans notre service. Parce que c'est pas un truc auquel ils ont l'habitude. Et je pense que moi, il faut essayer de travailler pour essayer, en fait, de les fidéliser en disant, voilà, là, vous allez faire 2 ans dans ce service-là, mais après, justement, on vous prévoit un parcours. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. On n'est pas encore arrivé, hein. Mais faire un peu des entretiens systématiques au bout d'1 an pour dire, voilà, ça fait votre première année, comment vous voyez, où vous voulez aller à la suite, comment on peut vous accompagner dès en amont sur votre projet professionnel pour pas vous perdre finalement. Merci. Et puis, vous avez commencé à répondre à la question de Myriam, effectivement, sur la visualisation du parcours professionnel. Et avant la suite va un peu donner des arguments en rapport avec la question de Marie-Pierre sur les supports à relayer via les réseaux et comment embarquer en fait finalement ce personnel dans la communication. Mais avant ça, peut-être 2 mots sur la question de Mohamed, qui est comment en gros s'attaquer à la problématique de l'équilibre vie pro, vie perso et du bien-être personnel et du bien-être au travail finalement. Ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ça c'est une bonne chose, dans les évolutions sociétales, les professionnels, quels qu'ils soient, et ça se voit aussi bien chez les internes que chez les infirmiers, ils sont très clairement à la recherche d'un équilibre vie pro, vie perso beaucoup plus important.
Et c'est vrai que ça s'est fait, entre guillemets, au détriment, hein, je dis bien entre guillemets, de la vie pro. Et donc, il faut vraiment repenser notre façon d'organiser les choses. Effectivement, il y a la question des plannings. Après, le problème de l'hôpital, c'est que dans tous les cas, on a des horaires de week-end, on a des nuits à assurer. C'est vrai qu'on était limité parce qu'entre des rémunérations pour l'instant qui ne différencient pas énormément entre la nuit et le jour, on a du mal sur ces créneaux-là, effectivement, à fidéliser les professionnels. Là, justement, ce qu'on veut essayer de mettre en place, typiquement, par exemple, pour la nuit, c'est là où on a beaucoup de postes vacances, c'est essayer de mettre en place une journée de la nuit avec justement des actions récurrentes à destination des professionnels de nuit. Parce qu'en fait, ils sont un peu toujours oubliés et un peu les invisibles de l'hôpital. Et je pense qu'il y a un peu des actions aussi à mettre en valeur ces professionnels-là aussi. Par actif, dans la plupart, effectivement, on ne travaille pas le week-end. C'est vrai qu'on peut oublier qu'effectivement, l'hôpital, le week-end, il continue à tourner. Et donc, il faut aussi penser à ceux qui doivent venir le week-end et à voir comment on peut les valoriser. Et pas seulement une question financière, mais même une question de reconnaissance du fait d'être présent sur site. Merci. Peut-être qu'on vous proposer de continuer la présentation avant de revenir sur les questions. Donc, justement, ça, c'est ce que je finissais par ça avec la valorisation dans le devenir infirmier, soit le live, mais soit aussi dans la journée qu'on va mettre en place. Pour moi, ça rejoint à cette idée de mettre en valeur les professionnels. Évidemment, il faut travailler sur les conditions de travail dans les services, et ça ne concerne pas seulement la charge de travail, ça concerne vraiment aussi quelle autonomie pour l'infirmier, quel lien avec les médecins. Et là, on voit très bien qu'il y a une bonne entente médicale et paramédicale. Il y a généralement beaucoup moins de difficultés de recrutement. Il n'y en a pas du tout, mais il y en a beaucoup moins. Et qu'à l'inverse, il y a des tensions entre médical et paramédical. Et ben, clairement, c'est clairement un service aujourd'hui qui n'est plus attractif du tout. Ça, c'est la réalité. Il y a la question de la formation. Voilà. Ça, c'est aussi un enjeu, mais en même temps, ça rejoint formation et mobilité. C'est vraiment essayer de leur proposer des parcours. Proposer, de toute façon, il ne faut pas oublier que il faut surtout pas leur imposer un parcours. Il faut aussi être un accompagnement et un appui à leur projet professionnel. Et après, il y a la question de la QVT qui fait toujours un peu débat à l'hôpital, parce qu'on le voit toujours comme un peu un pansement sur une jambe de bois. Je pense qu'il y a quand même un vrai sujet sur la QVT qu'il faut travailler. Et je pense qu'il y a pareil des actions pas forcément importantes qui font plaisir pour pas grand-chose. Voilà. Je prends l'exemple de la table de ping-pong qui peut sembler totalement déplacée dans un hôpital. Mais c'est vrai qu'en juin 2021, on a mis en place pour la semaine de la QVT une table de ping-pong, enfin 2 tables de ping-pong dans l'hôpital Bichat. Ça coûtait rien du tout. Et c'est vrai que les professionnels ont adoré de pouvoir faire du ping-pong. Ils sont tous pris en photo, ils en relayaient massivement sur les réseaux sociaux. Et ils étaient juste contents de ce côté un peu détente et pas prise de tête. Ça peut sembler très bête. Et voilà. Mais c'est vrai que du fait que c'était une action on n'a pas non plus fait une grosse com dessus pour dire c'est génial. Alors je lui dis moi j'ai plein de retours hyper positifs de soignants qui ont dit c'est trop bien, durant ma pause j'ai pu venir ou après le boulot j'ai fait 5 minutes et j'étais content. Voilà. Ce qu'on peut retenir derrière ça, c'est qu'on n'a pas forcément besoin toujours de penser à des grands programmes et qu'il faut savoir aussi expérimenter, tester des petites choses et constater sur le terrain ce qui marche. Comme vous le disiez, l'investissement de la table de ping-pong, il est très faible, mais vous avez le mérite d'avoir pris ce risque, de tenter quelque chose et finalement l'impact est assez grand. Tu vois, les retours ont été hyper positifs et je pense pas j'aurais autant de retours et de mails pour une table de ping-pong, j'avoue. Voilà, ça c'est vrai que vraiment j'ai reçu une quarantaine de mails de soignants pour me dire c'était extraordinaire de pouvoir jouer au ping-pong et est-ce que la table va être maintenue, voilà. Alors que je pensais à la base, ça s'est fait à l'arrache la veille pour le lendemain quand même, mais bon. Excellent. C'est la belle histoire de je sais pas si on répond parce qu'il y a encore plein de questions, mais je sais pas que. Je pense que vous pouvez peut-être terminer la présentation et on prend le maximum de questions à la fin. Toutes les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, on va revenir vers nous plus tard. On va essayer de faire au mieux pour pas trop dépasser le timing, même si on est un peu fautif parce qu'on a commencé en retard. Mais on va faire au mieux. Pas de souci. Et voilà. Et en fait, dans cette logique un peu de décloisonner, de casser un peu aussi, voilà, j'ai parti du constat que la DRH a été une très mauvaise presse dans les hôpitaux, et de manière plus large, les administratifs ont été souvent vus comme au mieux des glandus et au pire comme des gens pêcheurs de tourner en rond, et que je trouvais que c'était important de casser un peu l'image de ce qu'on était, parce que malgré tout, on travaille, je pense, toutes beaucoup d'heures et ça nous prend beaucoup de temps pour faire tout ça. Et que je voulais un peu montrer non seulement ce qu'on faisait et ce qu'on pouvait apporter à l'hôpital aussi. Donc j'ai lancé un compte Instagram, pareil avec l'idée que les jeunes professionnels aujourd'hui, ceux qu'il faut convaincre, ils sont sur Instagram, et donc c'est là où il faut aller. Et donc j'ai lancé ça en septembre 2020,
donc il y a un an. Et là où j'étais hyper surpris et très agréablement surpris, c'est qu'en fait, il y a eu un gros engouement des soignants pour ce compte Instagram. Et ça m'a fait très plaisir parce que j'en suis aujourd'hui à 1200 et quelques abonnés. Et c'est quasiment que des soignants. Donc c'était la bonne nouvelle, c'était pas administratif. Même si ça fait plaisir qu'il y ait l'administratif qui me suit. Mais j'étais très content de voir que il y a plein de soignants qui étaient hyper ravis de pouvoir découvrir un peu le quotidien des administratifs et l'envers du décor. L'idée, c'était un peu aussi de montrer que on avait aussi un peu de recul et de sens de l'humour sur nous-mêmes, parce que c'est clair que je pense que on passe parfois sur la caricature du DRH qui est en costard cravate, qui circule dans les services et qui est clairement déconnecté et éloigné du terrain. Et je pense que c'était important d'arriver à montrer qu'on était aussi des êtres humains avec des peines, des souffrances, mais aussi de l'humour sur nous-mêmes. C'était dans l'idée de présenter pareil de la même manière les métiers de la DRH, parce que la DRH c'est souvent plein de métiers qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, j'avoue qu'avant d'arriver sur ce poste, j'avais pas forcément pensé que j'aurais des crèches à gérer au sein de la DRH. J'avais pas pensé forcément que je devrais gérer un médecin via la médecine du travail. Voilà, il y a plein de services entre guillemets transversaux de la DRH qu'on voit pas forcément. Et je trouvais que c'était intéressant un peu de les présenter et les peu mis en avant aussi. Et dans l'idée un peu aussi de montrer une image un peu plus sympa de la DRH. Donc voilà, après un an, pour moi plutôt positif. Les gens ont fait plutôt de retour, sympa. Et après l'idée c'était pourquoi pas un jour d'essayer TikTok. Voilà. Et avant TikTok, une petite question. Est-ce que vous avez reçu des sollicitations directes par message sur Instagram de soignants qui n'étaient pas forcément agents de l'hôpital? Pour des sollicitations pour s'abonner ou pour être recruté? Non, en tant que message pour être recruté ou pour avoir plus d'informations sur l'établissement. Est-ce qu'en fait, certains soignants ont vu ce compte Instagram comme un moyen de communication direct finalement avec l'équipe RH? Tout à fait, exactement. J'ai déjà été sollicité. Il y a même une CatSup qui nous a rejoint juste parce qu'elle avait vu cette initiative, elle trouvait ça chouette. Et elle m'a dit qu'elle a rejoint l'hôpital Bichat juste parce qu'elle avait vu ça. En fait, elle a rejoint Bichat 2 mois après que j'ai fait mon compte parce qu'elle a découvert ça, elle trouvait ça chouette. Elle s'est dit, tant que j'ai recruté aussi des infirmiers comme ça. Et même, effectivement, de temps en temps, je suis sollicité pour des questions RH pures par des soignants qui ont une question, et pas forcément de Bichat, qui me pose une question en disant, voilà, vous êtes des RH, est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus? J'ai une petite question. Et je peux répondre en 2 minutes. Voilà. J'essaie de le faire avec plaisir. Ça coûte pas grand-chose. Pareil sur Twitter, je suis aussi sur Twitter et de temps en temps, je suis sollicité par les infirmiers pour des questions qui ne relèvent pas de mon hôpital. Et si je peux répondre et sans mettre en difficulté un collègue, j'essaie de le faire parce que comme ça montre aussi qu'on essaie d'être à écoute et attentif aux questions. En tout cas, on est impatient de vous voir sur TikTok et Myriam demande sur le chat que comptez-vous proposer sur TikTok. Justement, il faut déjà j'apprenne un peu mieux en fait ce réseau social pour savoir concrètement comment je dois y jouer dedans. Pour l'instant, je ne me sens pas du tout déplacé. Quelques chorégraphies à préparer pour TikTok. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Et peut-être une deuxième question du coup sur les réseaux sociaux, toujours de Myriam. Est-ce que Twitter fonctionne pour attirer directement des soignants, je dirais pas c'est le principal réseau, mais ça marche aussi. Récemment, j'ai recruté 2 infirmiers qui en fait effectivement se posaient la question de quel hôpital rejoindre, et donc ils avaient partagé ça auprès de leur communauté infirmière. Il se trouve qu'un infirmier de Bichat avait commencé à leur dire voilà, c'est pas mal chez moi, et moi j'ai rebondi parce que je suivais, donc j'avais vu de son message et j'ai discuté avec l'infirmier et donc il m'a rejoint. Et pareil, il y en a un autre qui avait dit j'hésite à aller à Beaujon ou Robert Debré, donc qui sont 2 hôpitaux du GHU, il voulait Beaujon ou Tenon, donc je lui ai dit pareil, je lui ai dit est-ce que vous avez besoin de questions et tout, et quand il a vu que je venais de Bichat, il m'a dit j'ai aussi postulé à Bichat, et donc il a fini à Bichat. Donc c'est pas le réseau principal, mais je pense que ça peut permettre aussi de parler d'avoir une communauté de soignants et aussi mieux prendre en compte les aspirations des professionnels aujourd'hui, parce qu'en fait comme ça on voit monter les sujets qu'on ne devine pas forcément. Pareil, lors des sorties d'école de mars 2021, j'étais très surpris en fait de découvrir le nombre d'infirmiers qui ne savaient pas en fait où postuler. Il y a plein d'infirmiers qui sortaient d'école en mars qui disaient je viens de diplômé, comment je fais pour postuler quelque part? Je pense qu'on oublie aussi que les jeunes infirmiers, ils sortent d'école, ils n'ont jamais travaillé et en fait, ils savent pas du tout où postuler en fait. Ils n'ont jamais encore vraiment vu le marché de l'emploi. Donc il y a aussi un travail là-dessus pour leur dire voilà, c'est là où il faut aller, il faut envoyer un CV. Vous êtes vous créez finalement un point de repère, un point d'information là où
ou se sentent perdus en sortie d'école ou tout simplement sur le marché. Et peut-être une question un peu plus contextuelle et un peu plus globale pour revenir sur celle d'Étienne. Est-ce que vous avez un avis sur le passage à une grande équipe avec roulement matin-après-midi et sur les conséquences de ce fonctionnement sur la situation actuelle? Ça, c'est une question très PHP. Après, je sais pas si honnêtement, moi je suis mitigé. Je pense que les difficultés elles auraient été les mêmes un peu au prou, hein. Parce qu'en fait, en fait, à la base, effectivement, il y avait des roulements de fils, soit de matin, soit d'après-midi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, le système a longtemps marché, mais sur la fin, il y a plus personne qui voulait l'après-midi. Tout le monde préfère les roulements de matin. En fait, on préfère tous venir très tôt le matin et se dire qu'à 14 heures, on est rentré chez soi. Et c'est en fait, on n'avait plus du tout à avoir des infirmiers sur le roulement d'après-midi. Voilà. Donc après, c'est vrai que clairement, il y a des soignants qui n'ont pas du tout apprécié, ce que j'entends très bien. Hein. Mais à la base, si ce système il a été changé, c'était pas par plaisir, hein, c'était parce qu'effectivement, on n'arrivait plus du tout à recruter sur l'après-midi. Ouais. Et peut-être je vois qu'on s'approche de l'heure finale de ce webinaire. Pour reprendre la question de Marie-Pierre, si on devait retenir un ou deux arguments qui fonctionnent, alors peut-être pas pour tous les soignants, mais pour un certain profil, qu'est-ce que vous conseilleriez en termes d'attractivité et recrutement? Je pense que vraiment, si vous avez des soignants qui sont déjà présents sur les réseaux sociaux, ou si vous voulez en former certains, je pense que c'est mieux. Hein. Un soignant qui dirait, venez me rejoindre, ça marchera toujours mieux. Hein. Vraiment, ça, je pense que c'est la base de... Voilà. Si vous avez la chance d'avoir des gens qui sont déjà présents ou qui ont envie de s'investir là-dedans, ça sera toujours plus percutant pour avoir et ça sera toujours plus bon public parce qu'il sera souvent suivi par d'autres infirmiers ou soignants correspondants et touchera beaucoup plus le public que vous visez que vous-même ou que l'institution qui publiera le même message. Ça, je pense que déjà, c'est effectivement un bon vecteur en tout cas. Et après, sur les messages précisément, je pense que sur les réseaux sociaux, il faut être conscient. Hein, on ne demande pas de publier une fiche de poste. Et c'est pareil, parfois, il y a encore des cadres qui publient des fiches de poste vraiment à la fiche de poste de 4 pages. C'est pas du tout attractif. Une photo, un petit texte percutant et vraiment un contact, quitte à dire que vous pouvez lui donner le contact de quelqu'un du service, un autre infirmier, ça rassurera toujours en fait. Se dire si je peux appeler un futur collègue qui va me parler et lui il me mentira pas parce que vraiment il est servi. Donc si c'est la merde, il me le dira. Et si c'est sympa, il me dira écoute, moi je m'éclate, ça fait 3 ans que je suis là, j'ai pas envie de partir, ça me donne envie de venir. Et peut-être en guise de conclusion, un ou deux conseils pour décloisonner les professions médicales et paramédicales, pour reprendre la question de Mohamed, et faire en sorte qu'il y ait plus de collaboration. Comment participer à cette rééducation, entre guillemets, notamment par la communication? Alors moi, je sais pas si c'est une information miracle non plus, hein, mais je pense que déjà, en fait, moi, j'ai fait des réunions avec les chefs de service et je leur ai dit qu'ils étaient aussi co-responsables de recrutement, dans le sens où si tout le monde fuit leur service, on aurait beau recruter les gens, ça servira à rien. Je pense qu'il faut aussi les mobiliser pour leur expliquer qu'ils participent à ça et qu'il faut aussi, ils peuvent pas juste faire semblant que c'est plus une question RH, qu'une question d'argent. Ils doivent aussi, voilà, ils ont un rôle à jouer et pour cela, ils doivent aussi s'investir dedans. Et là, je pense que c'est la première étape. Et je pense que vraiment, s'ils commencent par ça, il faut leur dire à tous les chefs de service qu'ils interrogent leur propre de leur service. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur service? Et parfois, ils vont être agréablement surpris. Et parfois, ils vont être moins agréablement surpris. Et je pense que c'est vraiment important de faire cette démarche, de demander au sein de mon service, est-ce que ça se passe bien? Voilà. Et déjà, il y aura des surprises. Hein. Moi, j'ai des chefs de service qui sont tombés des nues, qui ont commencé à interroger les soignants de leur service, où ils ont découvert qu'en fait, les soignants de leur service n'étaient pas heureux. Alors qu'ils étaient persuadés que tout se passait bien. En fait, je pense qu'il faut toujours accepter de se remettre en cause en se soumettant à la vie des autres. Hein. Ça peut être pas agréable. Hein. Un grand merci, Nicolas, pour cet éclairage très clair, très précis, avec des exemples bien illustrés. Je pense que le nombre de questions a montré que le sujet d'intérêt et que l'intervention a été d'une grande qualité. En guise de conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est un tournant sur le marché du recrutement en général et qu'on a une nécessité d'être beaucoup plus proche des personnes qu'on souhaite recruter, d'avoir une communication peut-être moins descendante, plus horizontale, et s'adapter à ces nouveaux usages, à ces nouvelles tendances. Et aussi, je pense qu'un message qui a été clé, qui a été véhiculé, c'est d'embarquer en fait le personnel soignant dans ces nouvelles initiatives pour les valoriser, leur donner des responsabilités, et aussi utiliser ce que eux savent faire et ce qu'ils savent parfois très bien faire, c'est communiquer sur ces nouveaux réseaux sociaux qui peuvent être moteurs pour les établissements et pour le recrutement de demain. Donc un grand merci pour cette intervention d'une grande qualité et qui, je pense, va être très utile pour plus d'un participant.
Et pour conclure, j'en profite également pour vous dire que la semaine prochaine, on organisera un autre webinaire sur le thème, cette fois-ci, du management bienveillant, qui rejoint donc, un point qui a été abordé par Nicolas, celui de la qualité de vie au travail, celui de l'ambiance dans les services, celui du management, qui est aussi un vrai facteur d'attractivité, de recrutement, mais ensuite de fidélisation. Donc, on aura un autre invité pour parler de ce sujet. On communiquera d'ici la fin de semaine, et n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse aussi. Nicolas, est-ce que vous vouliez ajouter un c'était mot pour clair. C'était très clair. On verra un replay. Super. Merci beaucoup. Vous allez recevoir un lien avec le replay du webinaire. Donc, si vous avez envie de le partager, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu participer, n'hésitez pas à leur partager. Et en tout cas, encore un grand merci pour vos questions. Merci Nicolas pour votre témoignage. Et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou par d'autres canaux de communication. On a parlé des réseaux sociaux. N'hésitez pas, on sera ravis d'échanger sur ces problématiques ou sur d'autres sujets RH de l'hôpital public. Et cette vague de merci montre à quel point la vision dépoussiérée que vous avez, comme l'indique Julie, fait du bien. Et on est tous impatients de vous voir sur TikTok. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.